deux pour quelques instants, parce qu'on revient après, hein, pour débattre du film lui-même. Ah bah oui, c'est la tradition. Non, mais je vais dire un mot parce que je suis assez ému de recevoir Claude, y compris parce que c'est un cinéaste avec lequel je sens une espèce de dette cinéphilique pour un film qui n'est pas toujours cité parmi ces films majeurs et qui pour moi était important, qui s'appelle Il y a des jours et des lunes. Et moi, fait partie des films qui m'ont vraiment marqué ado. Aussi, ado hein. Et du coup, quand j'ai raté comme spectateur certains films de Claude, je continue à m'en vouloir comme professionnel. En fait. Je me dis, mais pourquoi je ne les ai pas vus, ceux-là? C'est pas normal, où est-ce qu'ils ont été montrés, tout ça. Et donc, quand Métropolitane, qu'on peut remercier chaleureusement, puisqu'ils sont là, et Virginie accompagne Claude, et c'est grâce à elle aussi que nous accueillons Claude ce soir, Virginie de Métropolitane. Donc, quand Virginie nous a proposé de voir le film juste avant le Festival de Cannes, ce qui était quand même un petit privilège, le film est tellement émouvant, les deux acteurs sont tellement incroyables que, évidemment, la toute première demande, c'était non seulement qu'on voulait le film en sortie nationale, mais qu'on voulait aussi pouvoir avoir cette chance d'accueillir Claude Lelouch pour la toute première fois de l'histoire du Méliès. Merci Claude d'être là. Je suis très heureux d'être là parce que c'est un film un peu particulier dans la mesure où, inconsciemment, je l'ai préparé pendant 53 ans. Je dis bien inconsciemment. Et j'ai été très très heureux de pouvoir convaincre Jean-Louis et Anouk de faire un épilogue à cette histoire qui a fait le tour du monde, à cette histoire du monde, cette histoire d'amour qui a été vue à ce jour peut-être par 1 milliard de spectateurs, avec tous les passages télé et tous les... Oui, c'est pas grave. Le film. D'habitude, on a que 10 ans de chiffres, mais vous êtes là, c'est 1 milliard. Un film qui est plus qu'un film, puisque c'est l'histoire d'un homme et d'une femme sur une vie entière. Et c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un metteur en scène peut retrouver ses acteurs 53 ans après pour la même histoire et pour le même rôle. Voilà. Alors je ne vous en dis pas plus, puisque vous allez voir le film dans quelques instants. Et comme je suis avec vous ce soir, je serai là à la fin de la projection pour répondre aux questions que le film va soulever. Alors, salut au passage la sœur de Claude, Martine, qui s'est occupée du casting des figurants. Martine Lelouch. Je vous souhaite une bonne projection et si vous êtes encore là à la fin, ils sont là. On pourra discuter. On parie, ils sont là. À tout à l'heure, merci beaucoup. Regarde, le soleil est vert. C'est le rayon vert. Il faut vite faire un vœu. Merci. Donc j'ai bien fait de faire ce film. Surtout qu'ils font pas ça tout le temps. Hein. On leur invite plein de cinéastes vachement bien, ils font pas ça tout le temps. Non, vous savez, ce film, ça parle de choses que nous vivons tous. C'est un film sur la vie. J'ai toujours le sentiment que la vie était une course d'emmerdement au pays des merveilles. Et c'est cette course d'emmerdement au pays des merveilles que j'essaye de film en film de vous faire partager. C'est vrai que la vie elle n'est pas parfaite, mais ça vaut vraiment le coup d'être vécu quand même. Voyez. Et donc j'avais envie de faire un film sur ces gens qui ont droit à une troisième mi-temps. Voilà. Alors voilà, et c'est vrai que la troisième mi-temps peut être une récompense ou une punition.
plutôt eu envie de filmer la récompense. Voilà, je veux dire que c'est vrai que si on aime la vie, elle vous aime bien, et c'est ce que j'avais envie de dire avec ce film. Voilà. Pour moi, c'est un film qui montre que l'amour n'a pas d'âge, ça peut se pratiquer à tout moment, et que même avec le temps qui passe, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort parce que Sacha Guitry disait le plus dur, c'est de trouver sa veuve. Et il avait raison. Voilà, donc l'expérience n'a pas que des inconvénients. L'âge n'a pas que des inconvénients. Et c'est vrai que je suis intimement convaincu que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. En tous les cas, ça a été ma devise et ça allait encore. Bon, il est probable qu'à un moment donné, je vous dirai au revoir, comme tout le monde, voilà, mais ça sera pour aller faire d'autres films dans d'autres planètes. Au passage, je pense juste comme ça, mais parce qu'on a été harcelé pendant quelques années par une vieille dame indigne qui est très attachée à la ville de Montreuil, qui s'appelle Thérèse Claire. Et elle voulait, et chaque mois, elle me rappelait en disant il faut que tu fasses un festival qui s'appelle le Festival des Cannes. Voilà. Et les Cannes, c'est les vieux, et il faut absolument qu'on incite les cinéastes à montrer une autre image de la vieillesse, parce que non, la vieillesse n'est pas un naufrage, pas que un naufrage. Et puis elle racontait comment elle était tombée amoureuse à l'âge de 85 ans, d'un homme et une femme à la fois. Enfin, tout ça, quoi. Femme totalement dingue, extraordinaire, filmée par Sébastien Lifshitz, entre autres, et à laquelle on rendra de nouveaux hommages très prochainement, parce qu'on montrera un film sur la maison des Baba Yaga qu'elle a aussi contribué à fonder. Fin de la parenthèse. Non, je vais commencer par une première question qui est que moi, quand je vois un reportage, je crois que c'était sur TF1, je ne suis pas sûr à 200%, mais sur le tournage de Claude Lelouch à Deauville, j'ai, je pense, la réaction des acteurs au moment où vous leur proposez pour la première fois l'idée, c'est « Ouh là 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 ! Est-ce que vraiment ça peut donner un bon film ? Est-ce que vraiment, en se disant, tiens, si on reprenait les mêmes et puis on raconte la suite, et c'est comme ça que j'avais perçu le sujet, hein, est-ce qu'il y a matière à faire un film suffisamment autonome déjà? Et puis, est-ce que c'est pas typiquement une fausse bonne idée? Et quand je vois le film, juste avant Cannes, je me prends une gifle parce que je trouve le film bouleversant. Et je me dis, heureusement que les cinéastes sont tenaces, quoi. Parce que j'imagine que cette réaction-là, celle que j'ai eue moi dans ce sujet, vous avez dû la voir aussi, pas seulement des acteurs, mais peut-être d'autres côtés. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait croire, depuis que cette idée est née, d'ailleurs, quand est-elle née, que c'était vraiment une bonne idée de leur donner cette chance-là de suivre leur parcours 52 ans après les avoir déjà filmés? Bon, il y avait 1000 raisons pour ne pas faire ce film. Et moi, j'en avais une qui m'a poussé à le faire. Vous savez, on a deux intelligences, une intelligence rationnelle et une intelligence irrationnelle. L'intelligence rationnelle me disait qu'il ne fallait pas faire ce film. Et mon irrationnel me disait totalement le contraire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, j'écoute plus mon inconscient que mon intelligence. Mon intelligence, elle a trop le sens des affaires, elle est trop pragmatique, elle a peur de tout, elle pense à la fin du mois, alors que la part irrationnelle, c'est l'aventure. C'est l'aventure avec la prise de risque. Et quand j'ai, pour les 50 ans d'un homme et une femme, quand on a visionné la copie restaurée du film, j'ai invité Jean-Louis et Anouk à voir le film. Il y avait encore Pierre Barrault et Francis Lay qui étaient vivants. Et pendant la projection, je n'ai pas regardé le film, j'ai regardé Jean-Louis et Anouk qui se regardaient à l'écran. Et ça les faisait rire, ils se parlaient à l'oreille, ils se prenaient la main, ils arrêtaient. Et je me suis dit, cette joie de se voir jeune, c'est vachement positif. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je filme ça. Il faut absolument que je montre la force du temps qui passe. Le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et c'est le seul qui, à un moment donné, nous donne des parfums de vérité. Et qui donne un sens à toute notre vie. C'est vrai que quand je les voyais s'amuser, rire comme ça, et je me suis dit, mais il faut que je montre ça, il faut que je... Voilà. Donc après la projection, je leur ai dit, ça serait formidable si on leur mettait une couche.
Jean-Louis m'a dit non, tu sais, maintenant je sors d'un queue, je ne veux plus faire de cinéma, c'est trop difficile, c'est trop dur, j'ai plus la force physique, etc. Et donc Jean-Louis était plutôt négatif. Puis à un moment donné, j'ai dit à Jean-Louis, tu sais, j'ai un pitch de départ qui est intéressant. J'ai eu une relation très agréable avec Annie Girardot, devant et derrière la caméra. Donc c'est une actrice qui a joué un rôle très important dans ma vie. Puis un jour, elle a eu Alzheimer. Et sa fille est venue me voir en me disant, écoute, la seule personne dont elle se souvient, c'est toi. Ça serait formidable que tu ailles lui dire bonjour. Et donc je suis allé voir Annie, et les 2 heures que j'ai passées avec Annie ont été peut-être les 2 plus belles heures de ma vie. Et donc je suis parti de ce moment extraordinaire que j'ai vécu, où elle me reconnaissait, elle ne me reconnaissait plus, elle me disait des mots d'amour, et puis d'un seul coup, elle me dit, qu'est-ce que vous faites là? Bon, et je me suis dit, c'est vachement cinématographique, et ça parle de la vie. Ça parle de la vie, de ce qui reste après lui. Donc j'ai pensé qu'il y avait une métaphore extraordinaire pour parler de la vie, puisque la vie est le plus grand scénariste du monde, et c'est avec ce scénariste que je travaille surtout. Moi, je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène, et c'est vrai que le genre humain m'intéresse. Voilà, donc c'est à partir de ce moment que j'ai vécu vraiment, j'ai vécu ces 2 heures qui ont été les plus merveilleuses et les plus terribles de ma vie. Donc ce mélange de formidable et de positif et de négatif, je me dis, il faut absolument j'arrive à le filmer et à le montrer. Et c'est quand j'ai parlé de ça à Jean-Louis qui m'a dit, oui, t'as raison, ça c'est passionnant, ça c'est intéressant. Alors après il m'a dit 5 fois oui, 10 fois non, etc. Peut-être qu'il oubliait. Et puis finalement, quand j'aurais dit, écoutez, on va faire le film, s'il nous plaît pas, on ne sortira pas. S'il nous plaît, on sortira. Voilà. Donc c'était la condition de base qui fait qu'on a fait ce film que pour des bonnes raisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ce film, c'est surtout les survivants qui vont le voir, vous voyez ce que je veux dire. Mais je m'aperçois que tous les jeunes qui vont voir ce film adorent ce film. C'est fou. On a fait des tests un peu partout et je ne pensais pas que les jeunes seraient aussi enthousiastes sur le film. Voilà. Donc je suis ravi que le film existe, que vous l'ayez apprécié, et je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Voilà. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la rencontre avec Annie Girardot, primo, le décès s'inscrit aussi dans le contexte d'inauguration de l'espace Annie Girardot, qui est à Montreuil, où on attendait de savoir si elle pouvait être là ou pas. Et en fait, on a appris du jour au lendemain son décès, même si on connaissait déjà sa maladie d'Alzheimer. Non, j'y reviens parce que moi, un des mystères du film pour moi, c'était comment est-ce qu'il arrive à réussir de façon aussi intense la première rencontre. Qui est pour le coup vraiment bouleversante. J'ai lu un truc dans le dossier presse et j'en suis d'accord. Vous dites c'est peut-être la plus belle scène que j'ai jamais filmée. Et en fait, moi je la trouve à tomber par terre. À la fois parce que, je vais faire un tout petit peu d'analyse, mais au début la caméra est un peu mobile, comme ça, elle enveloppe un peu les personnages, y compris encadrant en arrière-plan un fauteuil handicapé et tout ça. Puis progressivement, on va avoir la mise en scène de Claude Lelouch la plus sobre de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va faire du champ contre champ, en gros plan, sur les personnages, en privilégiant systématiquement celui qui parle sur celui qui écoute. Et moi, si on me donne ça a priori, comme ça, comme un exercice de mise en scène, je me dis non, c'est trop simple, ça ne marchera pas, peut-être qu'il y a un truc qui ne se passera pas, tout ça. Et en fait, les acteurs, le positionnement de la caméra sont tellement justes, et du coup, ce jeu sur je me souviens pas, ce qu'on arrive à construire quand même pour faire avancer le récit, ou au contraire, la façon de faire reculer pour repartir au point de départ, c'est-à-dire qui c'est celui-là, qui c'est celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ici. Voilà, je trouve cette scène-là absolument extraordinaire et d'une délicatesse infinie sur ce que c'est à la fois la vieillesse et le sentiment amoureux. Oui, c'est vrai que c'est la scène clé du film. C'est la première scène que j'ai écrite. Et d'ailleurs, j'avais dit à Jean-Louis, si on ne fait pas tout le film, on aura déjà cette scène. On aura au moins un court-métrage. On aura un épilogue. Car cette scène, effectivement, contient tout le film. Elle contient tout le film avec ses marches avant, ses marches arrière, ses tours. Voilà. Alors, c'était une scène très compliquée à tourner.
c'est vrai que il fallait surtout pas qu'ils jouent. S'ils avaient joué, la scène était foutue. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'ils soient dans la spontanéité, ce qui fait que les 3/4 de la scène j'ai soufflé les textes pendant la prise. Donc ils n'avaient pas le temps. À l'oreillette ou sur le... Non, même pas. J'étais au milieu, il y avait 2 caméras qui tournaient, une sur Jean-Louis, une sur Anouk, et moi j'étais au milieu et je leur distribuais le dialogue au fur et à mesure. Et donc ils répétaient les textes et découvraient les textes en même temps, comme dans une vraie conversation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre en place le texte. Ils n'ont pas eu le temps de le jouer. Et c'est pour ça qu'ils sont bouleversants et émouvants. Et il ne fallait absolument pas qu'ils jouent. Si cette scène de demain matin, vous donnez le texte à des comédiens, ils vont l'apprendre et vous verrez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça sera... Ils vont réciter et les mots d'auteur vont faire mots d'auteur. Alors que là, ils n'avaient pas le temps d'analyser les phrases et c'est parce qu'ils n'ont pas le temps d'analyser. Mais c'est un peu mon système depuis 50 ans. Hein. Je veux dire que j'adore les figures imposées et les figures libres. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense, il y a ce qu'on a envie de dire et ce qu'on va dire. Vous savez, vous allez à une conversation, vous dites « Ah, j'ai rendez-vous avec cette femme, elle est très jolie, etc. Vous êtes content, vous avez le déjeuner, je vais lui dire ci, je vais dire ça, et puis si ça se passe bien, je vais la demander en mariage. » Allez, voilà. Donc on se fait un scénario, on a un scénario. Ça m'étonne pas que vous soyez mariés aussi souvent. Vous allez au truc, et puis elle arrive avec 1 heure de retard, vous n'avez plus envie de l'épouser, c'est fini. Donc le dialogue change complètement. Donc il y a la seule certitude à laquelle je suis arrivé, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Jamais. C'est toujours un petit peu plus ou un petit peu moins. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur, et quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emmerdes. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je fais le même cinéma. Et là, je savais que cette scène, si elle était ratée, il n'y aurait pas de film. Et si elle était réussie, il y avait le film. Et on a fait ça le premier jour de tournage. Et donc, le soir, j'ai rassuré Jean-Louis et Anouk en disant, bon, ça y est, on a le film. Alors, je pose une dernière question, puis ensuite on va passer dans la salle. Il y a quelque chose de très beau dans le film, c'est que c'est drôle par ailleurs. Et qu'il y a une espèce de fantaisie qui passe entre autres par les 2 fausses évasions, c'est-à-dire les 2 séquences de rêve, avec ce côté un peu délirant des flics qui semblent venir de l'histoire du burlesque, hein, et qui sont abattus, tout ça. Mais le comique qui passe aussi vraiment par une espèce de finesse d'écriture, par exemple, sur un truc qui, là aussi, sur le papier, pourrait être lourd et tout ça, et qui passe comme une plume. C'est l'espèce d'équivalence entre les femmes, les chevaux et les voitures. Et vraiment travaillé par le film, sérieusement. Enfin, ça, comment on l'écrit? Qu'est-ce qui fait que... Comment on sait que ça passe ou que ça casse, pour le coup? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on peut tout dire. C'est quel âge? Non, juste pour ça. Il y a prescription. Je pense que tous les gens qui ont droit à une 3e mi-temps peuvent dire ça. Parce que s'ils ont résisté au temps qui passe, c'est qu'ils ont une certaine qualité. Mais je veux dire, bon, et je lui fais dire des choses que je n'aurais pas pu faire dire à un mec de 30 ans. Donc, quand il dit que je regarde votre poitrine, je joue à double, si vous faites dire ça à un mec de 30 ans, on va dire qu'est-ce que c'est que ça peut relever de la vie. Alors que chez lui, ça devient complètement politique. Donc, on peut, à partir d'un certain moment, effectivement, choisir des axes. Ils peuvent, pour eux, à leur âge, on peut buter 2 flics. Vous voyez, je veux dire, surtout si c'est un mec. Voilà. J'ai trouvé ça formidable, par exemple. Non, en plus, on dit des choses. Aujourd'hui, on vous interdit tout. Si vous allez trop lentement, on vous file une contravention. Si vous allez trop vite, on vous la file aussi. Donc, on vit dans un monde absurde. Et donc, je joue sur cette absurdité qui passe très bien avec Jean-Louis. Donc, à partir de... Je peux faire dire à Jean-Louis des choses qu'on ne peut pas faire dire à un type de 30-40 ans. Et pareil pour elle. En fait, c'est le portrait d'un galopin et d'une femme. C'est quand même le portrait d'un donjon. C'est le portrait d'un séducteur. Un type qui est passé à... J'ai entendu autoportrait, mais c'est peut-être ma tête... Je revendique. Oui. J'accepte. Et ce galopin, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup parce que il aime la vie, et puis il a su en profiter. Voilà. Donc, et d'un seul coup, il fait son procès. Il
fait son propre procès, qui demande pardon. Quand il demande pardon dans la voiture, il est bouleversant, il est magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, comme il a... Vous savez, on dit souvent, avant de mourir, papa a dit ça, donc il faut le faire. Parce que même s'il a dit des conneries toute sa vie, les dernières paroles, on les prend en considération. Bon, là, ils sont dans la 3e mi-temps, et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on est dans l'essentiel. Parce que comme les heures qui nous restent, ou les minutes qui nous restent, à l'âge que j'ai, les minutes sont des années. Donc on est plus dans l'essentiel que quand on a 20 ans. Et donc cet essentiel touche. Parce que d'un seul coup, on est attentif. Toutes les paroles de Jean-Louis, on a envie de les déguster, on a envie de les écouter. On se dit, c'est un homme d'expérience. Il a le courage de faire son procès, de plaider coupable. Donc il est intéressant. Et donc on l'écoute un peu plus. Voilà. Donc ce qui pourrait être le défaut du film, parce qu'ils ont un certain âge, ils ont quand même le même âge tous les deux, ils ont 87 ans, vous voyez ce que je veux dire? Quand tu lui dis pourquoi vous faites plus jeune que moi, à son âge, il peut se permettre aussi, il peut demander l'âge d'une dame, vous voyez, je veux dire. Donc, on peut dire des choses à partir d'un certain stade, à condition de plaider coupable et d'être lucide sur sa propre vie. Donc c'était ça qui était intéressant, c'était de faire le portrait d'un homme et d'une femme qui avaient une vie derrière eux et qui aimaient encore la vie. Car on sent quand ils partent dans la petite voiture à la fin, ils sont contents. Ils sont paradis. Il dit, je ne vais pas trop vite, il dit, je ne sais pas si on va gagner la course, mais voilà, mais ils sont contents comme s'ils avaient 15 ans et comme si ils rencontraient une jeune fille pour la première fois. Donc c'est la force de l'amour, c'est que l'amour n'a pas d'âge, et c'était le sujet du film. Le truc le plus casse-gueule, je vais finir avec ça, vous pouvez me le dire, on va juste, pas. Le truc le plus casse-gueule, me semble-t-il, mais ça fait partie des vraies beautés du film, hein, c'est que vous faites ce défi fou de dire non mais il faut absolument que ce soit les enfants devenus grands, c'est-à-dire cinquantenaires, qui jouent leur propre rôle. C'était essentiel. Et ça, quand même, sur le papier, moi je suis producteur, je reçois ça, je me dis non, pas pour les acteurs, faut pas déconner, ils jouent peut-être faux, tout ça. Et en fait, la première fois que le fils apparaît, par exemple, on peut avoir une espèce de gêne en se disant mais il est quand même un peu guindé, il y a un truc... on voit que c'est pas un acteur, d'une certaine façon. Et, pardon, je finis, après je vais vous enchaîner là. Et de façon extrêmement fine à les yeux, vous utilisez ça pour caractériser son personnage et son devenir, c'est-à-dire le gamin qui, enfant, voulait être pompier, puis finalement ne fait d'une certaine façon que ça. Et tout à coup, son jeu devient pris en charge par le film lui-même et par l'espèce de mouvement général du film. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie à la fois des risques et des beautés du film dans son ensemble. Non, mais c'est un film où on a pris des risques tout le temps. Et c'est vrai que, d'abord, quand on fait les flashbacks, on voit bien que c'est le même. Il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas de trucage. Je veux dire que la force aussi, c'est qu'il n'y a pas de trucage. On aurait très bien pu raconter cette histoire avec des acteurs qu'on rajeunissait, qu'on vieillissait. On fait ça très bien aujourd'hui, surtout avec les ordinateurs, tout, on aurait pu. Mais le public aurait su que c'était un trucage. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est peut-être dans le monde du cinéma qui est plein de trucages, celui-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'ombre d'un trucage dans le film. Bon. Et donc, les enfants étaient essentiels, fondamentaux. Et puis, c'est le sujet du film. Si les parents ne se retrouvent pas, les enfants ne se retrouvent pas. En fait, c'est eux qui... C'est le prolongement, c'est la transmission. Quand ils partent sur la plage avec le... Et puis il y a les deux chiens, qui sont aussi la métaphore. C'est les chiens, c'est les chiens qui font l'amour. Et les gosses... Voilà, donc c'est un film plein de premier, deuxième, troisième degré. Chaque spectateur en fait ce qu'il veut, prend ce qu'il veut. C'est un film sur la vie. Et c'est vrai que si on a connu les hauts et les bas de cette vie, ce film peut apporter quelque chose de positif. Moi, je sais que quand on a fini le tournage du film, j'ai eu une des plus belles choix de metteur en scène de ma vie. Voilà, je savais que j'avais fait le film impossible. Qui veut réagir ? 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 Qui ve
poser des questions. Ouais. Moi, je voudrais juste... Dans le micro. Je voudrais juste dire une chose, je voudrais vous remercier. J'avais envie de pleurer. Faites. Non, quand j'ai vu Trintignant, au début, je me suis dit, oh mon Dieu, la vieillesse est un naufrage. Moi, je suis en train de vieillir aussi. Je suis beaucoup moins jolie que quand j'étais jeune. Et je l'ai vu comme ça, je regardais, j'étais attristée, je me suis demandé ce qui allait se passer. Et il est devenu de plus... Vous l'avez rendu beau, cette vieillesse, vous l'avez rendu belle. Ça m'a vraiment touchée. Et j'ai vraiment envie de pleurer, de vous dire, mais 10 000... Et c'était super, super, vraiment. Et je suis très difficile dans le cinéma. Merci beaucoup. Donc il m'aura filmé madame pour qu'elle se sente plus belle. Et ça, c'était le message caché. Non, il n'y a pas... C'est vrai que c'était important de montrer au départ Jean-Louis au bord. On voit bien que la mort rôde autour de lui, alors que la vie rôde encore autour d'elle. Et c'est cette mort qui rôde autour de Jean-Louis qui fait la force du film, parce qu'on se demande comment il va échapper à la mort. Et l'amour lui permet de retrouver en partie sa mémoire et de recommencer à vivre. Mais il fallait au départ qu'il soit au bout du rouleau. C'est pour ça que dans cette scène où on pose des questions à tous, je lui avais dit, toi tu réponds surtout pas. On ait le sentiment que tu es vraiment au bord, que tu arrives au bout fin. Et après, on voit très bien que dès qu'il y a un autre qui arrive, il retrouve toutes ses forces. Allez-y. Oui, donc je fais partie des survivants qui avaient vu Un homme et une femme. Et j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Et quand j'ai appris que vous faisiez un nouveau film sur la poursuite de cette histoire, je m'étais demandé, mais qu'est-ce qu'il va faire, ou comment ça va nous intéresser, ou est-ce que ça ne veut pas faire vieux. Et puis vraiment, j'ai beaucoup aimé votre film et je vous remercie vraiment. C'est très touchant sur plein de choses, sur plein de thèmes. Voilà, donc je voulais vous remercier. Et puis je voulais vous dire que j'ai organisé une rétrospective sur vos films à Arcueil, fin mars, début avril. Et j'ai essayé de vous faire venir à Arcueil. Sans succès. On paye très cher, c'est pour ça aussi. J'avais contacté votre agence et on m'a dit que vous étiez sur le tournage du film et que c'était impossible. Voilà, donc on a fait une rétrospective avec la mairie d'Arcueil. Et quand j'ai appris que vous étiez là ce soir, donc je me suis précipité pour venir vous rencontrer. Et puis pour vous faire une demande, est-ce que vous accepteriez qu'on projette votre film à Arcueil, dans la salle de cinéma, qui s'appelle Jean Villard et où il y a 200 places, et avec la mairie. Et voilà, si vous êtes d'accord, je pourrais organiser ça. Je ne peux pas vous dire non. Je suis quand même, comme tout le monde, un peu faux cul. Mais je viendrai. C'est beau, c'est beau. Une autre question, tu ne vas pas le faire venir dans une autre salle. Non, c'est ici. C'est ici, non, ça va. Alors, merci infiniment. Voilà, moi, je suis venue avec ma maman. On a vu le film plein de fois quand j'étais petite. On était à Deauville, tout ça. Et j'ai l'impression que ce film, c'est le nôtre. C'est très bizarre. C'est nos histoires mélangées. Enfin, excusez-moi, je suis très très émue. Enfin, on est tous émus de toute façon. Et à la fin, là, il y a une superposition de 3 films. Le vôtre que vous aviez fait, je le sais, quand vous étiez jeune, cinéaste. Avant-hier. À travers Paris, et comme je suis d'origine parisienne, j'étais là plutôt fixée. C'était très bizarre de regarder ce moment-là à la fin du film, parce que à la fois j'étais dans le paysage parisien où je dis ah oui on est là, et puis j'étais là en train de me cramponner comme si j'étais à l'intérieur d'une voiture ou sur la moto, parce que vous avez fait ça sur une moto. Je connais le... Pardon ? Une voiture. Oui, une voiture, pardon. C'est comme si on y était, et puis en même temps vous avez superposé les autres plans. J'ai dit mais c'est génial, c'est génial. On est à la fois dans un passé qui est présent, dans un présent qui est... Enfin, je sais pas, il y a un mélange comme ça sur le moment présent, mais on est tellement reliés entre ce que vous nous montrez d'avant, le film Un homme et une femme, il y a 50 ans. D'ailleurs, j'étais à l'Arlequin pour
aussi les 50 ans de une femme, on avait parlé ensemble. Et revoir ça là ce soir, mais c'est un éblouissement absolu, c'est total. C'est la métaphore du temps qui passe. Ouais. La vitesse. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était cette métaphore que je voulais montrer, que le temps qui passe, on ne le voit pas passer. Dans ces conditions, on était dans une voiture qui marche à 200 à l'heure et dans laquelle l'accident est toujours possible. Voilà. Mais c'est vrai que chaque spectateur peut prendre ce film à son compte et s'en servir en fonction de ses souvenirs. C'est un film qui nous ressemble à tous. On a tous vécu une histoire d'amour et on est tous condamnés un jour à se rapprocher de la ligne d'arrivée. Voilà. Donc autant y aller en rigolant. Voilà. Madame. Bonjour Monsieur Claude Lelouch. Si je suis là, si je vous dis Guignon, si je vous dis cinéma, vous saurez qui je suis. Mais je ne devais pas être là ce soir, parce que je viens d'emménager à Montreuil. Vu mon passé, Montreuil, c'est l'idéal pour moi comme point culturel. Par rapport à Guignon, c'est extraordinaire. Et c'est grâce à mon fils, qui a 37 ans, qui se moque toujours de moi quand je dis j'aime Lelouch, j'aime les films de Lelouch et tout ça. Et mes enfants se moquent de moi. 52, 37, 44. Allez, les amener, on les aurait lapidés. Eh bien, c'est lui qui m'a dit, mais maman, Claude Lelouch vient à Montreuil, il faut que tu ailles à Montreuil. Et j'allais oublier aujourd'hui. Je vous assure, j'ai dit, mais c'est ce soir. Et franchement, en plus, bon, je suis survivante, bien sûr, du premier film, hein, c'est évident. Et en plus, Trintignant, je le suis parce que ma fille vit pas loin de chez nous. Ça, c'est la question, ça, sûrement. Voilà. Et comment vous avez réussi? Parce que je sais l'état. Je sais vraiment de très près l'état de cet homme, de tout ce qu'il a vécu et qui fait qu'il attend la mort. Il l'a dit. Il a dit il n'y a pas très longtemps à la télé. Comment vous avez réussi? Et ça, c'est extraordinaire. Comment vous avez réussi son évolution dans le film? Car c'est très change dans le film. Oui, tout change. Son cœur change. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on fait le métier que je fais, il faut croire au miracle. Moi, je ne suis que le stagiaire du grand metteur en scène. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous savez, à chaque fois que j'ai une bonne idée, je me retourne en me disant qui c'est qui vient de me la souffler. Puis, voilà. Donc, je ne sais pas, depuis 60 ans, j'ai écrit une cinquantaine de films, j'ai tourné une cinquantaine de films. 49, il faut arrêter de tricher. C'est marqué au générique. Donc, je n'ai pas envie de donner d'explication à ce miracle qui m'accompagne. Voilà. Qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de faire un film et je me dis, je vais le faire. Voilà. Malgré tous ceux qui essayent de me déconseiller ou ont des arguments contraires. Mais c'est vrai que depuis, ça fait 60 ans que je fais du cinéma, ça fait 60 ans que je ne remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non, parce que ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai pu faire tous ces films. Merci pour nous. Allez, merci Bernard, monsieur Vitala. Je trouve que vous, à travers ce film, vous donnez de l'espoir aux gens. Et bien, surtout à notre époque. Et si j'avais un deuxième titre à donner à votre film, je l'appellerais L'amour immortel. Voilà ce que je voulais dire. Non, c'est vrai. On aurait pu l'appeler aussi Que reste-t-il de nos amours? Et plein de choses. Ça aurait pu. J'ai hésité à un moment donné, je voulais l'appeler Que reste-t-il de nos amours, mais je trouvais que c'était un peu pessimiste. Oui, voilà. Donc j'ai préféré l'appeler Les plus belles années d'une vie, parce que c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment que Jean-Louis et Anouk sont en train de vivre le moment le plus délicieux de toute leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était ça le sujet du film. C'était d'arriver à montrer qu'ils n'ont jamais été aussi heureux. Voilà. Et c'est vrai qu'à la fin, quand elle le met dans sa petite voiture et qu'elle le pousse, ben pour moi c'est une image vachement positive. Parce qu'il ne peut plus marcher, il a du mal à voir,
et il arrive quand même à être heureux. Et je pense que le bonheur c'est pas mal, mais l'amour c'est encore mieux que le bonheur. Voilà. C'est ça que je voulais montrer avec ce film. On va peut-être dire quand même un mot de la musique, parce qu'on n'en a pas parlé, et ça fait quand même un travail très très particulier, fin, et qui allie un peu là aussi l'ancien et le nouveau. Non, alors d'abord il faudrait rendre hommage à Francis Lay, parce qu'avant de partir, il a eu le temps d'écrire la musique du film. Il a eu le temps d'écrire les deux thèmes, les plus belles années d'une vie et puis Mon amour, qui sont deux chansons sublimes. Et on a eu la très bonne idée d'appeler Calogero. C'est un chanteur que j'adore, un type qui a une voix à la fois masculine et féminine. On ne sait pas trop dans quel registre il est. Et on était fous de ce garçon. Et puis surtout, je voulais que la chanson soit chantée par Nicole, qui était à l'origine du premier film, et Calogero. Donc c'est vrai qu'il y a 53 ans qui les séparent tous les deux. Donc je voulais montrer que quand on chante bien, on ne voit pas la différence. Merci beaucoup, Claude Lelouch. Merci. Merci à tous, à très bientôt.